Salut à tous, salut surtout à mes amis amateurs de la politique. Bonsoir et bienvenue, merci de nous regarder sur Espace TV. Vous le savez, tous les lundis quand il est 21h, nous vous embarquons dans notre voyage politique. Nous vous emmenons dans les différents QG des différents partis politiques. Nous vous montrons tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont fait durant le week-end. L'émission s'appelle Politiquement Correct et c'est diffusé uniquement sur Espace TV. Vous le savez également, ici seulement 3 acteurs ont la légitimité de s'y exprimer. C'est d'abord les hommes politiques, c'est ensuite nous les journalistes, mais c'est surtout vous qui nous regardez à travers vos petits écrans. C'est pour vous que nous faisons cette émission, grâce au degré de confiance que vous nous accordez, de vous informer, de vous instruire, mais surtout de tenter d'influencer le débat politique. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Politiquement correct, bienvenue à tous. La politique devient grande lorsqu'elle s'intéresse aux petits. Démarrons donc notre émission au siège de l'UMP, Union pour un mouvement populaire, un parti dirigé par Boubacar Siddiq Diallo. Il tient une assemblée générale aujourd'hui et nous allons entrer vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct. Politiquement correct, c'est surtout de l'interview politique. Bienvenue à tous. Politiquement correct. Nous sommes maintenant dans l'interview politique avec le président de l'UMP, M. Diallo. Bonjour. Bonjour. Vous ne passez pas tout le temps dans mon émission. Hein? Pourquoi? Ben, vous ne m'avez pas invité. Je savais. Vous allez dire ça, je ne vous ai pas invité. Vous savez, nous, on n'invite pas, hein? On nous invite et puis on vient. Vous ne nous avez jamais invité. Vous avez peur de quoi? Ben, peut-être on a peur de votre micro qui est trop rouge pour nous. Non. Vous n'avez pas à avoir peur de notre micro parce que tout ce dont on va évoquer, c'est l'actualité. Ouais. L'UMP, c'est l'Union pour un mouvement populaire. C'est bien cela. Bien. Le parti existe depuis quelques années. Et aujourd'hui, quelle est l'actualité? Avant même de demander d'abord votre position par rapport à l'actualité nationale, c'est quelle est votre actualité à vous, votre actualité au sein du parti? OK. Nous avons 2 actualités. L'actualité sur la survie et l'implantation du parti et l'actualité nationale qui submerge même la survie du parti. Alors, l'actualité la plus brûlante qui nous réunit ici souvent, c'est celle du pays. Il y a un problème. Le droit est bafoué. Les institutions sont fragilisées. Il y en a même qu'on ampute en plein fonctionnement parce qu'un ou l'autre bloc ou les 2 grands blocs du pays ne s'accordent pas sur une chose ou qu'ils s'accordent sur la même chose. Quand ils sont d'accord, ce n'est pas bon pour le pays. Et quand ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas bon pour le pays. Donc nous devons réfléchir sur tous ces mécanismes et savoir qu'est-ce qu'on en fera si... La réunion, ça se passe comment? En fait, c'est ça la question que j'ai envie de vous poser. C'est quoi? C'est vous le super connaisseur de tout, vous venez, vous restez debout, tout le monde vous écoute, c'est ça? Eh bien, vous avez vu, non? C'est le Brest. J'ai rien vu, moi. Vous savez que je suis venu en retard, donc j'ai rien vu, vous allez m'expliquer. Eh bien, c'est vous qui le dites. Alors, ici, une idée est mise sur table. Oui. Ce n'est même pas moi qui présidais la science, c'est M. Bayo qui présidait la science. Alors, chacun donne son opinion. Alors, si on peut consensuellement définir une position globale du parti, on le fait. Sinon, on passe aux voix et la majorité l'emporte un consigne et ça devient la voix du parti. Le degré d'implantation du parti? Nous sommes implantés au niveau national dans 2 sur 4 régions naturelles. Et sur chaque préfecture, on a des répondants. Là où on n'a pas de bureau formel, on a des répondants. Nous avons une coordination régionale en Haute-Guinée, nous avons une coordination régionale en Basse-Côte et il nous reste l'offensive de la forêt de la Haute-Guinée où on a effectué un travail de fond avec d'ailleurs un parti partenaire qui est à Sigiri, le MPG, le Mouvement populaire guinéen. Aujourd'hui, à quel niveau évaluez-vous votre capacité de mobilisation pour une élection, par exemple? Ce n'est pas moi, ce sont les législatives qui arrivent. Ouais. Est-ce que vous pensez être capable d'avoir un député à l'Assemblée nationale? Ben, nous pensons avoir plus d'un député à l'Assemblée nationale. Si, évidemment, les juges, la CENI, la mouvance et l'opposition qui se partagent dans les bureaux des positionnements électoraux acceptent que le processus dise le droit. Voyez-vous, l'argument est très facile, monsieur Diallo. L'argument est très facile. Si les juges veulent, si l'opposition veut, si la mouvance veut, vous êtes au centre, vous êtes des ninis, c'est ça? Non, mais écoutez, vous savez, le problème aujourd'hui, vous avez vu les dernières élections législatives. Oui, est-ce que vous avez le sentiment que c'est le reflet du suffrage exprimé par le peuple? Je dirais non 2 fois. Oui, moi je fais confiance à ce que la loi dit. Oui, jusqu'à ce que vous soyez candidat et perdant dans ces formes-là. Le problème est que chaque parti politique se présente comme étant la victime. Pire,
Même la mouvance présidentielle dit qu'on a été volé. Mais qui vole qui à la fin? C'est quand deux boxeurs se donnent des KO et chacun dort. Mais On va voyez-vous? attribuer la victoire à qui? Non, mais le fait est que, On justement, avait vous qui n'avez pas demandé de passer participé, des vous recours. qui n'avez pas participé, vous n'êtes pas le seul. Hein. Je peux citer beaucoup de partis politiques qui sont dans cette Attention, on a situation-là. participé aux élections législatives, communales, les dernières. Notre candidat, alors le voici ici, hein, c'est le plus jeune candidat. Savez, et vous le savez? Oui, Eh bien, je voilà, le sais. donc ça Je le passe sais pas parce que vous inaperçu. savez, je l'ai eu en interview. Mais c'est bien Mais ce que je suis en train de dire, je n'ai pas dit que vous n'avez pas participé aux dernières communales. OK. J'ai dit surtout vous qui n'avez pas participé à la présidentielle 2015 et aux législatives de 2013. Pour plus de précision, On existait à il y a chaque un an. fois, oui, à chaque fois, au fait, les partis qui arrivent se disent victimes de ceci, victimes de cela. Faya du BL, on se rappelle, lui, il est victime, PDN, victime. Tous les partis qui sont présentés à des élections, finalement, sont victimes. Moi, je veux savoir qui est le coupable. Et le coupable, c'est celui-là qui a la charge d'organiser. Ah, le gouvernement? Oui, le gouvernement n'a pas. Ici, tous les crimes politiques, c'est des crimes d'État. Ah. Ça, c'est un. Tous les vols, les hold-up électoraux. Donc, c'est le RPG. Non, le RPG n'est que l'élément qui agrémente la sauce. Attendez, je ne veux pas comprendre que le gouvernement ne participe pas parce que le gouvernement, normalement, n'a pas participé lors d'une élection. C'est vous qui le dites. Non, c'est la loi, oui. Le gouvernement... Alors, je vous informe, si vous n'êtes pas informé, préparez-vous très bien, parce que voilà ce qui se passe. C'est le gouvernement qui organise les élections, bien sûr, aidant techniquement la CENI. C'est ce qui est dit, c'est ce que la loi dit. Et c'est pourquoi on dit que l'administration doit être neutre. Moi, j'ai la responsabilité de croire à ça. Maintenant, vous pouvez dénoncer. Ce que je suis en train de dire, une compétition... C'est le gouvernement qui organise les élections, aidant techniquement la CENI. Alors, elle organise ou elle aide? Le gouvernement aide la CENI. Donc le gouvernement met de l'argent. Si. Voilà. C'est la CENI qui a la compétence de l'organisation des élections et du processus électoral. Elle en détient le fichier, elle en proclame les résultats provisoires. Alors, si vous, les journalistes, vous avez une confusion dans la... Il n'y a absolument pas de confusion. Ce que j'ai dit, je le répète. Très bien. Le gouvernement organise les élections en aidant la CENI, parce que c'est le gouvernement qui met de l'argent à la disposition de la CENI. C'est le gouvernement, à travers l'administration du territoire, qui aide techniquement la CENI. Donc, le gouvernement participe à l'organisation des élections. Très bien. Je ne fais pas de confusion. Vous nous confortez dans notre position. Merci beaucoup. On avait dit, lorsque le gouvernement donne l'argent, la main qui donne appartient à la bouche qui dicte. Et ils ne nous ont pas compris. Ils ne nous ont pas écoutés. La CENI doit être autonome et indépendante. Mais aujourd'hui, lorsque le président est fâché de la CENI, il la chasse, il coupe ses vivres. Alors, lorsqu'elle est affamée, elle vient aux abois, elle fait tout ce que l'exécutif voudrait qu'elle fasse. Alors, c'est comme le cas des magistrats. Ils ne sont pas protégés par le principe d'inamovibilité pour certains. Alors, lorsque le magistrat vient, on lui dit, bon, toi qui es le juge, si tu regardes à droite l'autre papier, ben, on t'envoie dans la zone la plus aride. C'est comme ça qu'on menace les fonctionnaires. Ça vous désole en tant qu'acteur politique? Ça vous voilà écœure? Qu'est-ce qui tue les recours et tout l'espoir de la faculté qu'on a nos droits. Parce que regardez les élections communales. On a jeté 92 bureaux de vote dans la centralisation à Matoto. Ce qui fait que sur une liste de 17 candidats, l'UMP vient en 5e position. Mais ça nous a amputé du quorum qu'il fallait pour avoir un délégué dans l'exécutif communal. Alors ça, c'est sans recours. Et on nous dit de faire recours devant les magistrats locaux, alors que ce sont les mêmes magistrats qui ont présidé la centralisation où il y a eu la plus grande fraude orchestrée. Alors, lorsque vous devez venir vous plaindre à celui-là qui vous a infligé une gifle, vous avez le sentiment de trouver qui devant vous? À la fin, quels moyens avez-vous pour empêcher cela? Parce que vous en avez été victime. Et je le disais tout à l'heure là, presque tout le monde a été victime de cela. Maintenant, à part ce que vous êtes en train de faire, puisque vous savez que ça ne sert à rien, dire, dénoncer, dicter, se plaindre, ça ne sert plus à grand chose, sinon beaucoup l'ont fait. Vu que les manifestations des rues sont à peu près interdites, on peut dire cela comme ça, vu qu'un certain nombre de choses sont faites pour réduire la liberté des citoyens, quelle marge de manœuvre avez-vous? Que pensez-vous pour la suite? Contrairement à ce que vous pensez, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est l'arme la plus redoutable. Mais c'est comme du diesel. Ça prend du temps à filer, mais quand ça prend la route, ça tient la route. C'est quoi ça? C'est la dénonciation? Mahatma Gandhi ce n'est pas en 2 jours qu'il a sensibilisé le monde pour avoir la force qu'il a eue avant de mourir. Mais il a fini par triompher sur les esprits et sur la force.
Aujourd'hui, la guerre de l'intelligence, c'est la meilleure. On sensibilise à la fois l'État qui nous vole nos droits et même l'opposition qui accepte quelquefois à glisser dans ce vol pour peu qu'ils aient des intérêts communs à partager. Donc notre tâche à l'UMP n'est pas facile. C'est-à-dire qu'on est face à nos propres partenaires et aussi face à l'adversaire de tout le temps. Tant qu'on prendra la décision d'être à l'opposition, la mouvance est notre adversaire. Mais même au sein de l'opposition, pour peu que certains voient leurs intérêts, ils tanguent. Aujourd'hui, tout le pays est en train de spéculer sur le glissement d'un mandat qui est tranché dans la Constitution. On voit la vérité et on pervertit les opinions. Et ça, c'est partagé entre une partie de l'opposition et la mouvance. Et nous, on fait la pédagogie pour dire aux Guinéens, ils mentent par calcul et ils se réunissent pour mentir ensemble. La loi, elle est claire. Et l'avantage de l'UMP, c'est d'avoir, quand les autres qui expliquent, disent qu'ils interprètent l'esprit du législateur, l'avantage que nous avons, c'est que parmi nous, il y a ce législateur qui était là, dont ils ne peuvent pas, dans aucune éloquence, interpréter l'esprit de celui-là plus que lui-même. On ne peut pas faire mieux que le singe devant lui. Donc à la fin, les autres, c'est des mauvais. Vous êtes les bons. Exactement. Nous sommes les bons parce que nous respectons les droits et les lois, nous les promotons et nous avons toujours eu des positions claires, précises et tranchantes. En plus de vous, est-ce que vous connaissez un autre parti politique qui est bon, comme vous, comme l'UMP? C'est l'UMP et c'est l'UMP et c'est l'UMP. Aujourd'hui, la plus grande école de politique qu'on peut apprendre du professeur Alpha Condé, c'est la perspicacité et la constance. Il a dit « je ne négocie rien avec l'équipe qui est là » et il n'a jamais rien négocié. 40 années de lutte, c'est votre ligne aussi. Négocié. Ça, au moins, on a appris de lui. C'est votre ligne aussi, à l'UMP. On ne négociera pas les lois de la République. C'est à appliquer ou à ne pas appliquer. Quand je vous entends, peut-être la toute dernière question, quand je vous entends parler ainsi, je rappelle un peu un certain Faya Milimono qui lui aussi flingue tout le monde. La mouvance, l'opposition, malgré qu'il appartient à l'opposition républicaine, il n'hésite pas à prendre position. Mais lui, il va plus loin. Il fait même des grèves de la faim. Vous allez faire la grève de la faim un peu? Vous savez, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Il y en a qui vont par grève de la faim, ça vous intéresse vu que vous ne pouvez plus manifester? Non, attendez. Celui qui décide d'aller par le bateau, il y en a qui vont par la route. Je sais, vous allez m'amener jusque là-bas. Non. Il y en a qui marchent à pied. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus pas manifester. L'autre alternative, c'est d'attirer l'attention en faisant violence sur vous-même. Est-ce que cette façon de manifester, ça vous intéresse, par exemple? Vous allez? Non, nous avons une autre façon qu'on a demandé. La grève des casseroles. La grève des casseroles. D'accord. Grève des casseroles. Vous savez, je vais dire ça à tout le monde, que vous m'avez dit grève des casseroles. Ça signifie quoi, grève des casseroles? La grève des casseroles, c'est de dire à tous les citoyens qui ne partagent pas une opinion, ne sortez pas, ne cassez pas, ne faites rien, restez chez vous. Et à des intervalles réguliers, taper les casseroles pour dire on en a ras-le-bol. Et le président va mesurer en fonction du vacarme sa popularité ou non. Il va mesurer le ras-le-bol des citoyens ou non. Il n'y a pas de policier pour arrêter chaque citoyen dans sa concession. Non, ce que je veux dire, vous croyez que ça intéresse les roturiers, par exemple? Que les gens tapent dans les casseroles? Il y a beaucoup plus de bruit que le bruit des casseroles dans les maisons. Vous savez, la conséquence, c'est quoi? Lui, il peut dire non, je m'en fous, il dort. Comme Comte disait sous les cocotiers, je m'en fous. Mais les Blancs qui viennent ici, quand ça tape, ils vont tous quitter les quartiers. Grève des casseroles. Va expérimenter ça. Vous savez, c'est la première fois, moi, d'accord, c'est la fin de cette émission. Je suis obligé d'arrêter là parce que j'ai plus de temps, monsieur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Une dernière, parce que ça arrive souvent. Non, il n'y a plus de questions. Je sais que je vous ai posé la question. Et ça... Non, Matoto, je vais vous en poser. Ça vient toujours les questions. Matoto. Ouais. Matoto, vous avez vu ce qui se passe à Matoto. Ça va faire une année. Aujourd'hui, c'est le 2. C'est samedi 2. Donc lundi va être le 4, ça va faire une année depuis qu'il y a eu les élections de février, les élections communales. Jusqu'à présent, on n'en a pas fini. Et j'apprends même qu'on n'a pas fait 50% de ce qu'on devrait faire, parce qu'il y a l'installation du quartier qui reste. Et ils sont plus nombreux que les maires qui doivent être élus, les exécutifs. Aujourd'hui, c'est écœurant, non? C'est désolant. Je peux même dire à la rigueur, c'est une honte pour toute la classe politique guinéenne, n'est-ce pas? Non, pas toute la classe politique. Si. Non, tout le monde est dedans. Non, arrêtez, ne vous tirez pas dedans. Non, quand on dit la classe politique guinéenne... Nous, on avait prévenu dès le départ, lorsqu'il y a eu le vol électoral et que dans les centralisations, il y a eu les tripatouillages, on a dit au chef de file de l'opposition et à l'opposition républicaine, faisons un recours et demandons à la Cour constitutionnelle d'invalider la centralisation et de ne prendre en compte que les dépouillements, les procès verbaux de dépouillement. Est-ce qu'aujourd'hui, la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui le citoyen guinéen légitimement peut être déçu de ces politiques?
On peut clairement dire, citoyen, on peut dire on est déçu de vous. Les Guinéens sont déçus. Oui, vous êtes citoyen aussi? Moi? Oui. Bien sûr. Okay. Bien sûr, leader d'opinion. Donc, vous et nous, en tant que dans la même diversité politique, on est tous quelquefois... Vous savez, vous relayez quelquefois des opinions... Dehors, tout de suite, la paix est déçue de vous. Oui. C'est de droit. Ouais. Regardez, l'étudiant... On a raison de ne plus... Donc, on a raison de ne plus vous croire à vos discours, toutes les bonnes choses que vous êtes en train de prêcher. Einstein nous a aidés dans ce sens-là. Alors, Sékou Touré avait fait la Polytechnique. Il a déçu les Guinéens dans d'autres dimensions. Lansana Conté, c'est un militaire qui a arrêté en 5e année. Il a déçu, on a réclamé l'universitaire. Le professeur, il vient, il fait pire que les deux cumulés. Alors, ça dépend de vous. Le citoyen a ça dépend de vous, vous savez. Si vous dites ça dans d'autres quartiers ici, on va vous... Là où on est aussi... Parce que le RPG pense que c'est le meilleur président. Oui, sauf qu'il y a des gens du RPG qui ne peuvent pas aller dans leur village parce qu'il n'y a pas de route. Il y a des gens du RPG qui ne peuvent pas se soigner parce qu'il n'y a pas de centre de santé, etc. S'ils estiment ce qu'ils veulent, mais c'est cette vie qu'ils méritent. Chaque peuple a le président qu'il mérite. Ça, je suis d'accord avec vous. Nous voulons je suis avoir vraiment un obligé de meilleur couper président. maintenant. C'est pourquoi nous disons, lorsqu'il y a la primauté du droit, lorsque les lois ne sont pas négociées, les institutions sont fortifiées. Le meilleur président, c'est Boubacar Siddiq, c'est ça. Diallo, UMP. Moi, je vous souhaite bonne chance. Hein. Je vous souhaite bonne chance. Merci, parce que 2020, si vous êtes président, je serais heureux de venir revoir ces interviews. Et puis, je vais vous dire, vous savez, vous m'avez dit. Sinon, moi aussi, j'organise une grève de casseroles. C'est la fin de cette émission, monsieur. C'est bon, je clôture? Politiquement correct, c'est la fin de l'interview politique avec le président de l'Union pour un mouvement populaire UMP, Boubacar Siddiq Diallo. Boubacar Siddiq Diallo, voilà, il tient à ce qu'on dise Boubacar Siddiq, pas Boubacar Siddiq. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous, on se retrouve juste derrière cette transition. Politiquement correct, l'émission se poursuit. Nous allons vous amener dans un autre QG cette fois-ci. Nous avons été appelés par un nouveau parti, Guinée Debout dirigé par Siaka Bahary. Ça se passe à Yimbaya. Nous allons entrer et nous allons foncer. Mais en attendant, allons-y retrouver Mamadou Makiso et Mamadou Aliouba et on se retrouve juste derrière. Nous sommes du côté de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ici, au compte de cette Assemblée générale, nous allons aborder beaucoup de questions, notamment l'absence de Cellou Dalein Diallo de la Guinée, mais aussi Fodé Oussou Fofana qui revient de la Côte d'Ivoire, nous le savons, où il était. La semaine dernière, il était question de procéder à une question de sensibilisation, mais aussi à une question de consultation par rapport à cette affaire de prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Nous aurons beaucoup de sujets à aborder au cours de cette assemblée, mais en attendant, nous allons suivre les discours et faire des interviews politiques du côté de ce siège, l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. A tout de suite. Je vais vous dire que ça, ce soit très clair. Si M. Alpha Condé veut rentrer dans l'histoire par la grande porte, si M. Alpha Condé voudrait qu'on garde de lui une bonne image, si M. Alpha Condé voudrait que demain les gens se rappellent un peu de lui, il n'a qu'à donner des instructions à son ministre d'aller installer Kalemodou et continuer la suite pour l'installation des maires adjoints. C'est le prix à payer. Mais je veux encore le dire, pour nous, IFDG, installer quelqu'un d'autre à la place de Kalemodou, il faut marcher sur nos cadavres, que ça soit très clair. La commune de Ratoma, le maire Tarang a gagné. Juste là, je vous parle, il n'est pas encore installé. Vous prenez la commune de Kankan. Il n'y a que RPG, ils ont la majorité. Puisque deux personnes à Kankan ne s'entendent pas, la commune de Kankan n'est pas installée. On n'a pas installé la commune de Hourekaba. Parce que le ministre Bantamasso étant de Hourekaba, puisqu'il ne veut pas faire Hourekaba, la commune n'est pas installée. On est dans quel pays? C'est une honte pour notre pays. Ça nous fait honte
Quelle est l'image qu'on donne au monde entier? C'est l'image d'un pays qui est incapable d'organiser une simple élection communale. Pendant une année, le 4, ça va faire une année, les conseillers ne sont pas installés. Mais la honte totale aussi, c'est quand ce gouvernement veut travailler à la place des conseillers. Vous avez vu M. Alpha Condé qui prend un décret pour nommer Alassane Condé, qui va travailler à la place des conseillers élus des communes et des maires élus. C'est une honte. Mais c'est une honte pour notre pays, puisque lui, M. Alpha Condé, il n'a pas gagné les communes, il n'a pas gagné les mairies. Maintenant, il dit, puisque je n'ai pas gagné, moi, je m'appelle Alpha Condé, je ne vous donne pas le budget, je prends un décret, je donne le décret à Alassane. C'est Alassane qui va maintenant récupérer les impôts. Vous allez avoir un ordinateur devant votre bureau et vous allez regarder automatiquement. Comme lui-même, il a dit, quand il se lève le matin, il regarde dans son tableau de bord, il sait qui a payé les impôts, qui n'a pas payé. Alpha Condé regarde un tableau de bord, je ne sais pas par quelle magie, pour regarder qui a payé, qui n'a pas payé. Il veut gérer les communes à la place des maires élus. Nous pouvons l'accepter? C'est inacceptable. Moi, ça me fait honte. J'en ai honte. Maintenant, vous avez et vous savez tous que dans ce pays, il y a des pyromanes. Il y en a qui vous parlent d'un troisième mandat. Il y en a qui vous parlent d'une nouvelle constitution. Il y en a qui vous disent que quand il y a une nouvelle constitution, les 2 mandats sont annulés. Je vais vous dire que ce soit très clair. M. Alpha Condé ne trouvera pas l'UFDG, mais il trouvera le peuple de Guinée debout, comme en 1958, pour lui dire clairement que son mandat finit le 21 décembre 2020. La constitution guinéenne, c'est sur cette constitution que M. Alpha Condé a voté, a juré. Et il a juré 2 fois sur la constitution. Dire aujourd'hui que cette constitution n'est pas bien, c'est comme si vous mettez en doute l'élection de M. Alpha Condé et sa légitimité. Je veux savoir, les pyromanes qui pensent qu'on peut proposer une nouvelle constitution, que ces pyromanes-là nous disent quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles nous devons avoir une nouvelle constitution. On ne peut pas faire du peuple de Guinée ce qu'on veut. On ne peut pas faire du Guinée ce qu'on veut. Croyez-moi, quel que soit ce qu'il y a, même s'il y a des problèmes entre les leaders, mais je vais vous dire clairement, il y a un seul point sur lequel tous les leaders sont d'accord. C'est le Dalen, Sidia, Kouyaté et tous les autres. Ils sont d'accord sur un point clair et net. Ils sont contre le 3e mandat de M. Alpha Condé. C'est pour ça que je dis, s'il propose, il verra le peuple de Guinée. Voilà. Maintenant, je voudrais dire aux pyromanes d'arrêter. Cessez de parler à la place de M. Alpha Condé. Laissez M. Alpha Condé qui est concerné nous dire qu'il veut un 3e mandat. Laissez-le. Ce n'est pas la peine que vous parlez à sa place, puisqu'il est là. Il est le président. Nous demandons à M. Alpha Condé s'il veut un 3e mandat, il n'a qu'à dire qu'il veut un 3e mandat. Le jury va dire on va stopper son 2nd mandat. Il n'a qu'à le dire lui-même. On n'a pas besoin de pyromanes, ils sont petits. Vous avez vu aujourd'hui, il y a 2 catégories de personnes en Guinée. Il y a des gens qui, aujourd'hui, pour avoir un poste de responsabilité, créent un parti politique, continuent à attaquer l'UFDG, on les nomme. Vous avez aussi des gens qui sont dans l'administration. Un monsieur perdu à Cancan. Personne ne savait qu'il était là-bas. On l'avait même oublié. Il sait ce qu'il a fait au niveau de la société civile. Il se lève pour dire que lui, il veut un mandat coudé pour Alpha Condé. Je parle de Aziz Diop, préfet de Cancan. Un préfet incapable de régler le problème plus facile, l'installation des conseillers à Cancan. Il parle d'un 3e mandat. Il paraîtrait qu'il a même eu un véhicule. Il y a même eu un véhicule qui est en route. Il paraîtrait, je n'ai pas encore la preuve, qu'on lui a envoyé une voiture 4x4 parce qu'il a dit ça. Pour avoir des postes de responsabilité dans ce pays. Je vais vous dire clairement, si vous voulez être ministre, ce que vous devez faire, c'est de dire que vous n'aimez pas Cellou. C'est d'attaquer Cellou. Dès que vous attaquez Cellou, comme M. Alpha Condé n'a peur que de Cellou, il vous nomme comme ministre. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ce pays est dans une situation compliquée. Aujourd'hui, il y a des familles qui ne mangent pas 3 fois par jour.
on a dit que la Guinée, avec Caleta, on va même exporter l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obscurité totale. Tous les marchés qu'on a sont des marchés de gré à gré. Mais la fin est proche. Quand la fin s'approche, c'est le décret. 45 000 de décrets. Des gens qui sont nommés, on ne les connaît même pas. On ne connaît pas leur CV. Même Alpha ne les connaît pas. Chacun envoie ses parents, ses amis, les membres de son bureau politique national. Ce sont ces gens-là qui sont nommés aujourd'hui. Ce n'est pas les militants de MPJ Cancel. Chacun envoie une liste. Je pense que lundi, on va commencer encore avec les décrets. Les décrets, c'est 45 minutes. C'est triste pour notre pays. Décret contre décret. Antonio Soare est mon frère, j'ai du respect pour lui et de la considération. C'est un grand homme. Il n'a jamais demandé à Michel Fakonde de le nommer. Michel Fakonde prend Antonio Soare, il le met comme membre du conseil d'administration de l'ONG. C'est le lendemain matin qu'il se rappelle qu'on ne peut pas être président de la Fédération guinéenne de football et membre du conseil d'administration de l'ONG. On est dans quel pays? Un président de la République qui prend un décret et le lendemain matin, il annule le même décret. C'est une honte pour notre pays. Ça, c'est la fin qui est proche. La fin est proche. Donc, je le dis et je termine en lançant un appel solennel au président, M. Alpha Condé. Certainement, il n'est pas au courant de la situation de Matoto. Je voudrais l'informer ici que l'honorable Kalemodou a gagné dans les règles de l'art la commune de Matoto. Nous le demandons humblement pour la paix, pour le bien de la Guinée, d'ordonner à son ministre Bourema Condé d'aller installer et terminer les élections à Matoto pour que la commune de Matoto, qui est la plus grande commune de la Guinée, qui est une commune sale, qui ne marche pas aujourd'hui, il n'y a rien dans la commune de Matoto, puisque la population de Matoto a voté pour M. Kalemodou, que M. Alpha Condé donne des instructions à son ministre pour qu'on aille installer M. Kalemodou Yansani. C'est le prix à payer. Quiconque pense à autre chose, parce que penser que Tos va être maire de la commune de Matoto, c'est un rêve. Ah, c'est un rêve, hein? Là où il n'a pas gagné, si on peut l'imposer, c'est un rêve. Il n'y a aucun moyen, donc ce n'est pas la peine de perdre du temps. Allons installer Kalemodou Yansani à la commune de Matoto. Je voudrais vous remercier de votre attention. Merci beaucoup. Nous sommes au siège de l'UFDG et là, Fodé Oussou Fofana vient à peine de terminer son discours devant les militants et nous avons autant de questions à lui poser. Il revient d'une tournée à l'étranger. Nous savons bien pertinemment qu'il était du côté de la Côte d'Ivoire. Il va nous faire un petit compte-rendu de cette mission qu'il a effectuée du côté du pays d'Alassane Ouattara. Docteur Fodé Oussou Fofana, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous rapidement, qu'est-ce que vous avez pu ramener de la Côte d'Ivoire comme information? Écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que j'étais en Côte d'Ivoire pour représenter le président Selou qui était invité au congrès du RHDP, le congrès de Alassane Ouattara. Je pense que c'est un congrès qui s'est bien passé, ça a mobilisé du monde, il y avait plus de 200 000 personnes. Mais comme on est des militants et quand on est à l'extérieur du pays, et vous savez que l'UFDG est le parti le mieux implanté à l'extérieur du pays, et nous avons une fédération dynamique au niveau évidemment de la Côte d'Ivoire, j'en ai pour profiter, pour rencontrer les responsables, parler de la situation de l'Assemblée. Est-ce qu'il faut siéger, est-ce qu'il ne faut pas siéger, les donner les avantages et les inconvénients, discuter et demander à la fédération de se retrouver et de nous faire un rapport de leur position. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à l'extérieur et à l'intérieur d'ici. Donc ça s'est bien passé, ça a été un accueil chaleureux. Alors justement, par rapport à ces différentes consultations que vous avez menées, est-ce qu'on peut savoir jusqu'à quand ces consultations vont se tenir? Parce que jusqu'ici, l'UFDG ne s'est pas prononcé par rapport à cette question de siéger ou pas à l'Assemblée nationale des députés. Vous avez eu une prorogation de mandat, c'est un décret qui l'a annoncé. Écoutez, pour nous, les militants sont des rois. On ne peut rien faire sans demander l'avis de nos militants. La consultation continue. Nous avons des remontées déjà de certaines fédérations qui ont terminé. Vous avez vu qu'à Conakry, on a d'abord rencontré les responsables, on a rencontré les membres du bureau fédéral. Nous sommes descendus à la base. Nous sommes maintenant au niveau des comités de base et des sections. C'est ce qui se fait à l'extérieur. Nous avons plusieurs fédérations, nous avons plus d'une trentaine de fédérations à l'extérieur. Nous demandons, nous attendons. Le jour où nous allons recevoir les rapports de toutes les fédérations,
l'UFDG va se prononcer en toute responsabilité et nous prendrons notre position. Mais ce que je dis et qui est très clair, aujourd'hui nous sommes à la CENI. Ce que je voudrais demander à la CENI, c'est de nous proposer un chronogramme. Parce qu'il est hors de question qu'on vienne à l'Assemblée pour nous asseoir sans connaître quel est le programme de ces élections. Il y a des séries de formations quand même. Il y a des séries de formations. Attendez, un chronogramme se fait dans le temps. Vous devez être capable de dire ce que vous avez l'intention de faire de maintenant là jusqu'au mois de mars. Ce que vous êtes capable de faire jusqu'au mois de juin. Ce que vous êtes en train de faire. Un chronogramme se fait comme ça. Un chronogramme, attendez, un chronogramme, c'est des différentes étapes. On peut avoir une idée d'une projection de la date à peu près. Donc on considère logiquement que ces élections doivent être organisées pendant cette année. Donc la CENI doit travailler très rapidement pour nous donner une certaine visibilité sur le chronogramme. Si ça se fait, bien sûr, il y a une raison de rester. Il y a un fait qu'il ne faut pas occulter, docteur. Il s'agit bien entendu de la formation sur les lois électorales. Nous savons pertinemment que des gens qui partent du côté de la CENI, s'ils ne sont pas formés en la matière, voilà, c'est le respect de la loi qui sera bafoué. Écoutez, nous ne sommes pas le seul pays quand même dans le monde. Allez-y. Attendez, nous ne sommes pas le seul pays. Il ne faut pas trouver des excuses, il ne faut pas trouver des alibis. Il faut laisser ça. Quand vous prenez un pays comme le Sénégal, comme la Sierra Leone, un pays qui est sorti de combien d'années de guerre, est capable d'organiser 3 élections et donne les résultats rapidement. Vous savez que M. Alpha Condé, depuis qu'il est arrivé ici, il a peur des élections. Depuis le traumatisme de 2010, depuis que M. Alpha Condé a eu 18%, il a tellement peur de l'UFDG qui n'aime pas les élections. N'oubliez pas que nous étions dans la rue pendant 3 ans avant qu'il n'accepte d'organiser les élections législatives. Vous savez que maintenant, depuis une année, les élections communales ne sont pas organisées. Il ne faut pas donner d'alibi. Vous parlez de qui quand vous dites quiconque n'aime pas UFDG, on ne va pas l'aimer. Vous parlez de qui? Vous parlez en parabole, docteur. Dites-nous la vérité. Nous sommes 12 millions de Guinéens, je le dis clairement. Parmi les 12 millions de Guinéens, quiconque n'aime pas Cellou, tu n'aimes pas l'UFDG, nous on ne t'aime pas. Et nous considérons que tous ceux qui... Parlez de qui, attendez, docteur? quiconque est allié Alpha, travaille avec Alpha, a des combines avec Alpha, n'est pas notre ami, est un adversaire. Nous le traitons sur le même pied d'égalité que M. Alpha Condé. Merci, docteur. C'est à moi de vous remercier. Et c'est avec ces mots que nous quittons l'UFDG. Nous allons retrouver du côté des autres QG des partis politiques toute l'équipe. Mohamed Ali Condé, Amara, Alex Silla. Il était là avec moi, Ali Ouba. Au cadrage, Alassane Diallo sera là pour le montage.